Oui, bonjour. Alors, je vous remercie d'être venu. C'est un sujet peut-être un peu grave, peut-être un peu aussi démesuré, disproportionné. Alors, il faut vous dire que c'est un sujet disproportionné dans le milieu scientifique, évidemment. C'est un sujet qui n'est pas sérieux, si vous voulez, vous voyez, ou trop sérieux. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qu'on tend toujours à mettre à l'écart, pour diverses raisons. La raison principale ayant été invoquée dans les sociétés linguistiques au XIXe siècle, que justement ça foutait le bordel, que personne n'était d'accord, que c'était trop idéologique et qu'on n'avait aucune preuve. Effectivement, on peut confirmer ça, on n'aura jamais aucune preuve. On peut prouver que les Romains parlaient, on peut prouver qu'ils écrivaient, puisqu'on a des écrits, on peut même prouver qu'ils parlaient, parce que figurez-vous qu'on a des bouts de poterie sur lesquels ont été enregistrés, c'est extraordinaire, des voix. Ce qui fait qu'on peut entendre des Romains parler. Et je vous assure, c'est parfaitement sérieux ça pour le coup. Bon, mais bizarrement, on n'a pas du tout d'origine, enfin de travaux sérieux, vous voyez, concernant l'origine du langage, parce que tout simplement on n'était pas là. Et que depuis on parle. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées sous l'eau et c'est très difficile d'arriver à reconstituer les origines. Cela dit, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a tout de même, des éléments de convergence de certaines disciplines autour de l'origine du langage, ou périphériques si vous voulez, mais qui peuvent au moins créer un soubassement favorable, je dirais, dans les décennies à venir, pour peut-être faire un travail plus sérieux. Alors, si vous voulez, le problème du travail à faire, c'est que c'est un travail essentiellement centré sur ce qu'on va appeler l'expérience de pensée. Il n'y a aucune preuve, évidemment, mais c'est l'expérience de pensée. Alors, l'expérience de pensée, ça a sa rigueur, c'est de discipline, mais évidemment, c'est pas basé sur la preuve, puisqu'il n'y a aucune preuve. Ça peut être basé plutôt sur l'élimination d'hypothèses trop farfelues, si vous voulez, ou enfin, sur les argumentaires. C'est ce qu'on appelle la théorie. Vous avez des tas de théories sur l'origine de l'univers, c'est pas pour ça qu'on connaît l'origine de l'univers, mais en même temps, ces théories sont nécessaires pour pouvoir, ne serait-ce que bâtir la physique de l'univers contemporain. Vous voyez, il y a des hypothèses. Bon, voilà. Donc, il y a des gens qui détestent les hypothèses, mais à mon avis, c'est qu'ils détestent aussi la science. Alors, la deuxième chose, évidemment, qui est problématique, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que parler. Nous parlons tout le temps, mais nous ne savons pas ce que nous faisons, en gros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie très sérieuse et complète, vous voyez, de la parole. Il n'y a pas de théorie complète de l'univers, mais il n'y a pas de théorie non plus complète de ce que nous faisons. Donc, à partir du moment où nous ne savons pas très bien ce que nous faisons, comment voulez-vous que nous puissions parler de l'origine, puisque de l'origine de quoi, hein, c'est pas de quoi? Vous allez voir que c'est plus compliqué parce que, je peux vous le dire tout de suite, en gros, ce que je pense être de plus sérieux dans la théorie du langage humain, c'est la théorie de la pratique, de la pragmatique de la parole, c'est-à-dire, en gros, de ce que les Anglais appelaient les speech acts, hein, les actes de parole, voilà, et qui ont été découverts relativement tardivement. C'est-à-dire alors que c'est évidemment de l'ordre de l'évidence, mais ce sont des évidences qui nous restent voilées, qui nous restent cachées, si vous voulez. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, justement, je voudrais, puisque au fond, quand on parle, quand les humains parlent, c'est tout de même assez souvent pour dire quelque chose. Hein. Quelquefois, c'est pour ne rien dire, ce qui est une façon de dire quelque chose, parce que ne rien dire, c'est aussi une façon de dire. Les psychanalystes connaissent bien ça, vous voyez. Donc, on est dans la parole tout le temps. Et qu'est-ce que c'est voilà, si vous voulez. Donc, la parole tout le temps, c'est une parole qui est faite pour dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire quand je m'intéresse à l'origine de la parole? Voilà. Vous voyez, ça boucle un peu la boucle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qu'on fait quand on parle de ce qu'on fait. Vous voyez? Bon. Alors, moi, je dirais que eh bien, la réponse, elle est assez simple. Elle est, tout simplement, posons-nous la question de pourquoi, quelle est la chose importante dans l'origine du langage. Qu'est-ce qui fait que ça nous concerne aujourd'hui? Vous voyez? Et directement, je ne parle pas en termes d'académique, en termes de spécialité ultra spécialiste, mais en termes de pourquoi est-ce qu'il est important de poser aujourd'hui la question de l'origine du langage. Vous voyez? Ça fait partie de la question, vous comprenez?
Pour autant qu'on peut faire l'hypothèse que les humains ont quand même assez rarement parlé pour ne rien dire. Donc là, si je veux parler pour dire quelque chose, eh ben, ça veut dire qu'il faut que ce soit sérieux. Bon, quelle est la question qui est sérieuse? Quelle est la question qui est sérieuse? Pas au sens de l'esprit de sérieux, au sens de ce qui est important, de ce qui est vital, de ce qui est crucial, etc. Vous comprenez? Bon, à partir du moment où je pose cette question, eh ben, moi je dirais la réponse, évidemment je l'ai déjà, parce que sinon je ne me serais pas engagé. Donc c'est un processus, si vous voulez, dialectique, et qui me permet à un moment donné de faire une proposition qui est elle-même évidemment étayée. Et bon, ben, ce que je vous propose, c'est tout simplement de dire que si l'origine du langage est importante pour nous, c'est parce qu'il y a des éléments culturels invariants, en gros depuis l'origine du langage. Ces éléments culturels invariants ont une importance considérable, je dirais, dans les bêtises que nous faisons. Voilà. Ou en tout cas, dans les situations dans lesquelles nous nous mettons, qui sont des situations souvent inextricables, et que c'est très probablement lié à des aspects substantiels, je veux dire inhérents, si vous voulez, à ce qu'on appelle le langage. Donc, ce qu'on appelle le langage contient des éléments aujourd'hui qui ont encore des effets comme ils l'ont eu probablement au premier jour de la parole, s'il y a eu un premier jour, vous voyez, et ces éléments-là sont explicatifs, expliquent probablement en partie, je dirais, les situations dans lesquelles nous nous mettons, c'est-à-dire des situations très complexes, des situations, si vous voulez, paradoxales souvent, des situations paradoxales, et des situations qui ont des aspects positifs et des aspects négatifs mélangés, voilà, des aspects... bon. Alors, voilà mon hypothèse. L'hypothèse, c'est que si nous arrivons à comprendre l'origine du langage, nous allons mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire, et donc les apories, les difficultés, les paradoxes, etc., dans lesquels nous plaçons nous-mêmes, et qui rendent les solutions des problèmes que nous soulevons de cette façon-là encore plus compliquées, et parfois tout à fait tragiques. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut éviter les aspects positifs sans les aspects tragiques? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est soulevé. Voilà, il faut soulever cette question-là. Alors, la question de l'origine du langage est une question importante de ce point de vue-là, puisque contrairement à ce que pensaient des spécialistes du langage, comme Chomsky par exemple, qui à mon avis de ce point de vue-là absolument tort, vous savez, il est à la recherche d'une mutation. C'est-à-dire qu'il y aurait un jour un individu humain qui aurait inventé le langage. Parce que quand vous lisez Chomsky, finalement c'est ça. Alors c'est pas aussi simpliste que ça, parce que c'est quand même un monsieur qui avait beaucoup réfléchi. Mais au fond, il pense, comme la mutation ne peut être qu'individuelle au départ, et que la mutation après, évidemment, est répercutée et reproduite systématiquement, c'est donc un principe... Voilà, donc on va chercher, si vous voulez... alors, lui, il va chercher ça au niveau de la capacité grammaticale, capacité de fabriquer justement des propositions. Ça n'est sans doute pas faux, mais ça n'est pas important. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas important. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est la parole. C'est pas le langage. Le langage est une reconstruction a posteriori de ce que nous faisons, mais en essayant de le comparer à d'autres systèmes animaux, etc., de communication. Mais c'est pas le langage ni la communication qui est importante. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous produisons des actes qui sont des actes de parole. Et ces actes de parole sont caractérisés, voilà, d'une certaine façon. On n'est pas obligé de rentrer dans des détails techniques, mais voilà, c'est très important. Alors, il y a certainement un aspect de mutation, bien sûr, parce qu'il y a toujours des mutations qui permettent des adaptations et des évolutions des espèces les unes par rapport aux autres, et notamment des espèces de primates, d'autres espèces de primates, c'est-à-dire des grands singes, dont nous nous sommes séparés en tant que grands singes d'ailleurs aussi, il y a à peu près 50 millions d'années, ou un peu plus, 55, 57, je ne sais pas, 55 millions d'années. Alors c'est un homme très très ancien, d'accord, sauf que, il semble que, quand on parle du langage humain, c'est-à-dire de l'activité de parole et de son contenu, c'est-à-dire en fait de faire des rapprochements qui sont proposés aux autres, ces rapprochements proposés aux autres, ce qu'on appelle des métaphores, ou ce qu'on appelle tout simplement la parole, parce que parabolum veut dire le rapprochement, eh bien, ce phénomène-là, semble-t-il, est très récent. Il est très récent, et étant récent, il a probablement pas eu le temps de constituer des métaphores, je veux dire de constituer des mutations,
des mutations, comment dire, de l'ordre de capacité grammaticale, choses comme ça, ou alors ces mutations l'ont précédé, mais elles n'ont pas été mises au service de cette activité-là, même si la capacité existait déjà. Ça, c'est plutôt ma préférence, vous voyez, pour des tas de raisons que je peux vous expliquer après. Voilà. Et donc si on est dans cette situation où en fait le phénomène, je dirais très plausible, très probable, historiquement plus ou moins cerné, de l'apparition des conséquences immédiates du langage humain, n'est-ce pas, c'est très récent. C'est-à-dire que c'est 60 000 ans, à peu près. Alors, on n'en est pas à 5000 années près, hein. Enfin, en gros, c'est ça. De sorte que l'on peut dire que le langage n'est probablement pas un phénomène évolutionnaire. C'est pas un phénomène évolutionnaire. Vous comprenez? C'est un phénomène d'apprentissage qui naît de certaines situations à partir des possibilités et des capacités, mais il n'est pas en lui-même un phénomène évolutionnaire. C'est extrêmement important. Parce que si ça n'est pas un phénomène évolutionnaire, ce que d'ailleurs n'a jamais dit Darwin n'a jamais prétendu que le langage humain était un phénomène évolutionnaire. Il parle, si vous voulez, de qualités humaines qui sont des qualités qui permettent peut-être le langage, et surtout qui permettent des types de comportements qui, eux, peuvent être associés au langage. Oui, ça certainement. Mais le langage, il n'a jamais prétendu que le langage était un phénomène qui découlait d'une mutation. Jamais vous trouverez ça dans Darwin. Il était beaucoup moins con que la plupart de ses émules. Vous voyez ? Alors, ces choses sont extrêmement importantes, parce que si le langage n'est pas évolutionnaire, c'est pas un phénomène, si vous voulez, justement de mutation, qu'est-ce que c'est ? C'est là toute la question. Alors, pour moi, c'est un phénomène évidemment d'apprentissage collectif, c'est un phénomène proprement culturel, hein, puisque c'est ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Eh bien, justement, l'origine du langage, c'est une origine mettons trois aspects qu'on peut essayer comme ça d'évoquer rapidement, évidemment, très rapidement. Le premier, c'est si vous voulez, c'est la plausibilité d'une certaine hypothèse. Bon, ça c'est pas moi qui a fourni, c'est plutôt le rapprochement des trois disciplines qui sont, on va dire, l'archéologie, c'est-à-dire le fait qu'on trouve des traces de culture, hein, des traces culturelles qui impliquent probablement la maîtrise d'un certain langage minimal. Ensuite, là, un langage de type humain, encore une fois, c'est-à-dire de parole et de symbolisation, ou en tout cas de parabolisation. Ensuite, il y a la génétique des populations. La génétique des populations, c'est comment on peut retracer tout de même les voyages, d'une certaine façon, qui ont été faits sur des dizaines de milliers d'années par les humains, en suivant leur ADN mitochondrial essentiellement. Bon. Et puis, il y a la troisième chose qui est la linguistique comparative. Maintenant, il y a une quatrième chose qui est ce qu'on peut appeler la mythologie comparative. Alors, très rapidement, si vous voulez, on va dire que les quatre disciplines convergent vers l'idée, enfin l'hypothèse qui serait préférentielle, d'abord d'une monogénèse, c'est-à-dire en fait d'une genèse, je dirais, unique, et non pas dispersée en même temps comme ça a été le cas, comme on a pu penser cela au XIXe siècle. A priori, l'hypothèse polygénétique est plus sympathique. Voilà, l'humain émerge en même temps partout, dans différents endroits, à partir de souches de populations proches, certes, mais enfin bon. Et puis, ou même la même espèce, mais avec une sorte de propagation, de simultanéité. Bon, le problème, c'est que ça a été, cette hypothèse en même temps a été un peu noyée dans un racisme. Pour privilégier d'une certaine façon justement certaines races par rapport à d'autres, de sorte que c'est assez étrange parce que c'est plutôt une hypothèse pluraliste qui a donné naissance à des points d'appui sur le racisme. Je vais très vite, alors que l'hypothèse monogénétique, c'est-à-dire que ça serait venu d'un seul endroit, il n'y aurait qu'un seul lieu où aurait émergé le langage moderne.
apparemment, ça a l'air très restrictif. En réalité, c'est beaucoup plus, à mon avis, raisonnable si on considère ce que c'est précisément l'acte de parole, qui est un acte complexe, qui est un acte qui est un peu tout ou rien, c'est-à-dire ou bien ça existe ou bien ça n'existe pas. Il y a peu probablement de modulation intermédiaire. On ne peut pas parler à moitié, ou bien on parle pas. Vous voyez ? Alors après, effectivement, on peut parler avec différents moyens, on peut parler avec des moyens qui sont faibles pour assurer la parole, mais la parole existe déjà de cette façon. Elle précède le langage humain, vous voyez ? Elle précède l'installation des formes modernes du langage. En tout cas, c'est notre hypothèse. Alors à partir de ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, il faut des conditions de félicité. Conditions de félicité, c'est un peu, par exemple, beaucoup plus tard, ce qui aura permis, je ne sais pas, à la Grèce antique, d'inventer à un moment donné la démocratie élective, etc. Parce qu'il semble que ce soit vraiment un endroit unique. Enfin, vous avez après des proximités, vous avez des formes de vote ou des formes de démocratie au sens d'une certaine égalité, égalitarisme, communisme primitif. Vous avez des tas de choses comme ça, mais véritablement, si on prend la question proprement dite de la démocratie, ça n'a émergé qu'en Grèce. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions écologiques favorables, particulières, qui sont uniques, mais qui ont permis une propagation par la suite. Alors, je dirais que déjà un phénomène qui peut exister chez les animaux, vous avez un point, par exemple, je ne sais pas si on prend par exemple les macaques d'Indonésie, enfin de certains coins où ont émergé, par exemple, des formes de mémorisation culturelle, on va dire, par exemple, le fait de saler les carottes, d'aller les tremper dans l'eau de mer, ça, il semble, c'est proprement culturel, ça n'existait pas il y a X siècles, on en a la démonstration, et puis ensuite, il y a une propagation culturelle. Donc, vous avez un mode propre de la propagation culturelle, qui n'est pas la propagation génétique, c'est pas la même chose, ça fonctionne pas de la même façon. Alors, si on prend cette idée-là, alors, au fond, c'est même plutôt davantage plausible, je dirais, quand on commence à essayer de savoir ce que c'est que parler. Parce qu'encore une fois, je dirais, le traitement, du langage par des anthropologues, souvent a été très très mal construite, parce que ce ne sont pas des gens qui sont spécialistes du symbolique, ce ne sont pas des gens qui sont spécialistes ni de linguistique, ni de langage, ni d'actes de parole, et par conséquent, n'y connaissant rien, ils se sont rabattus sur des formes extrêmement simplistes, soit des écritures, soit des formes, si vous voulez, assez simplistes au fond d'implication d'un langage hypothétique dans la fabrication d'objets, etc. Mais je veux dire, il y a très peu de réflexion. Vous avez évidemment, sur ce qui concerne le symbolique, immensément moins de réflexion chez les anthropologues que vous en avez chez les psychiatres, les psychanalystes, etc. Tous les gens qui ont affaire justement avec l'effet de la culture sur l'individu, par exemple. Mais jamais ils n'iront prendre, évidemment, ils n'iront pas lire Lacan, ils n'iront pas prendre des leçons. Vous voyez, il y a un refus total, immensément majoritaire. Enfin, il y a quelques points de conjonction entre la psychanalyse, parce que Lévi-Strauss en a parlé, et l'anthropologie, mais en fait il y en a extrêmement peu, et donc par conséquent il y a très peu de culture de la culture, et très peu de culture de la culture langagière finalement chez les anthropologues, qui sont pourtant spécialistes alors vous avez aussi l'anthropologie linguistique, vous avez la linguistique sociale, enfin vous avez des tas de choses qui sont intermédiaires, mais toujours à partir d'a priori particuliers, etc. Et de toute façon vous avez peu de gens qui ont travaillé sur l'essence de la parole, hein. Alors là il faut aller vraiment voir Austin et puis les pragmatistes, et ceux qui sont appelés les pragmaticiens, on va dire, et qui ont fait une théorie des actes de parole. Il ne s'agit pas d'actes de langage, il s'agit d'actes de parole, n'est-ce pas ? Donc c'est assez important, parce que qu'est-ce que c'est que parler ? Parler, on dit speech en anglais, c'est assez particulier. Peut-être est-ce qu'il faudrait connaître d'ailleurs l'origine du mot speech, mais en tout cas, en ce qui concerne l'origine du mot parole, c'est très clair, c'est paravoler, c'est-à-dire rapprocher, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, on retrouve le mot voulet, qui veut dire encore aujourd'hui l'assemblée chez les Grecs, hein, la voulet, c'est-à-dire en fait la boulet, ou la voulet, ça dépend comment on le prononce, qui signifie simplement le fait d'être ensemble, hein, l'assemblée, le fait d'être ensemble. Voilà. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, ça c'est autre chose. C'est le problème des consonances, c'est le problème des rapprochements phonétiques, c'est le problème des assonances, c'est le problème, c'est-à-dire que c'est aussi le problème du son. Et ça, c'est un problème, si vous voulez, qui a
d'abord été considéré comme primordial dans les études du langage humain, et qui en réalité s'avère à mon avis secondaire, car la parole vient avant évidemment le son. Le son est une spécialisation, le son est une instrumentation, le son est notamment la capacité phonologique, les capacités phonétiques et phonologiques, qui étaient très exceptionnelles certainement chez l'humain, et il a été probablement avant même que nous parlions, a été évidemment une voie presque naturelle, si vous voulez, de développement du langage et donc de caractérisation du langage. Mais si vous partez du langage phonologique, phonétique, pour définir le langage humain, vous avez tout raté, parce que vous n'essayez pas de comprendre des relations causales beaucoup plus plausibles. C'est-à-dire si le langage humain doit s'organiser dès l'origine à partir de la parole, à partir, je veux dire, de la phonologie, alors vous ne comprenez pas quel est l'acte de parole, car l'acte de parole consiste à faire une comparaison. Cette comparaison, à la limite, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser la voix et d'utiliser le découpage des mots en phonèmes pour pouvoir y arriver. Simplement, on pourrait dire que une fois, je dirais, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis, je dirais, cette intention de comparaison, alors une fois que vous avez acquis cette intention de comparaison, eh bien, vous allez progressivement vous tourner vers ce qui facilite cette comparaison, c'est-à-dire précisément une capacité de modulation qui correspond finalement à la voix. Alors la voix aussi a un autre intérêt, c'est qu'elle est portable. Elle est portable. Vous ne pouvez pas porter la danse. Vous ne pouvez pas porter nécessairement le chant en commun. Vous ne pouvez pas porter la manifestation rituelle où tout le monde est ensemble pour fêter quelque chose, mais parce que justement c'est lié à un site à un moment donné, le rite est lié à un site, mais une fois que vous avez justement en quelque sorte développer en quelque sorte l'intention, une intention qui serait commune au rite et au site, n'est-ce pas? Et vous commencez à dégager en creux quelque chose que vous voulez, mais qui n'existe pas d'une façon matérielle quelque part, si c'était qu'il est signalé par le rite et par le site, alors vous pouvez commencer à fabriquer des instruments qui vont vous permettre de l'affiner, et surtout vous allez pouvoir transporter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir précisément en faire une affaire d'individu, puisque chaque individu peut être potentiellement porteur de la parole, alors que le site et le rite implique d'être tous ensemble en même temps, mais c'est éphémère, et le site est peut-être éternel même, sur la durée de vie humaine, mais en revanche il n'est pas découpable, et il est très peu modulable, et il ne peut qu'évoquer une situation rituelle qui doit être, elle, reproduite pour pouvoir fonctionner comme échange, si vous voulez. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses qui sont probablement préparées par le rite et par le site, mais le rite et le site eux-mêmes sont des instruments très mal dégrossis de l'acte de parole. Alors qu'est-ce que c'est que l'acte de parole? Je vous dis, c'est les pragmaticiens qui ont travaillé dessus, notamment Austin, avec la notion de performatif. La notion de performatif, c'est que il s'était aperçu que au départ, il séparait les performatifs et les constatifs. Et il avait déterminé qu'il y avait deux types d'actes de parole, ceux dans lesquels le locuteur ne s'engage pas, et c'est-à-dire constate, voilà, ça c'est un cheval, ça c'est une route, voilà, nous sommes ici, nous sommes là, etc. Et puis quelque chose de très différent qui est le performatif, c'est-à-dire quand parler c'est dire, hein, comme disait Austin, c'est-à-dire en fait je m'engage, je promets, je te promets, je me marie, etc. C'est-à-dire des actes dans lesquels en quelque sorte l'acte est la parole elle-même, en quelque sorte. Oui. Et puis le problème, c'est que si vous suivez Austin dans sa vie, il va s'apercevoir que cette distinction entre constatif et performatif est en fait factice, et qu'en réalité il n'y a que des performatifs, même quand vous proposez, quand vous faites un constat, tout simplement parce qu'il n'y a aucun constat qui aille de soi. C'est-à-dire que vous ne constatez pas comme ça, c'est pas de la communication. Ce que vous faites quand vous parlez, vous évoquez quelque chose. Pourquoi vous parlez plutôt que de ne pas parler? Donner une information, c'est déjà rentrer, par exemple, dans une relation pacifique. C'est impliqué que cette relation soit pacifique. Si la relation n'est pas pacifique, vous n'allez plus donner d'informations, même objective, il n'y a plus vers de constatif. Ce qui veut dire que quand vous parlez à quelqu'un,
même à travers des constats purement anodins, nous en faisons toute l'expérience quotidienne, nous disons, certes l'objet qui est, nous disons, ceci est du pain, nous, etc., mais nous disons surtout, nous sommes, et nous ne le disons pas, nous le disons sans le parler, nous sommes dans une relation amicale, voilà, soutenue, qui est impliquée, c'est la place implicite. Dans n'importe quel appui plate des constatations, il y a toujours un sens. C'est-à-dire une implicitation, c'est-à-dire une intention, c'est-à-dire un acte. Voilà. Avec un sujet, voilà, un sujet, voilà. Alors si vous voulez, ça vous allez me dire, c'est bon, d'accord, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que constater, enfin, savoir ça, justement, le constater d'une façon engagée dans un procès, dans une discussion de science, comment est-ce que ça peut avoir un rapport quelconque avec le problème que j'ai cité au départ, c'est-à-dire l'intérêt, aujourd'hui, de traiter l'origine du langage? Parce que, si vous admettez que le langage, c'est d'abord surtout un engagement d'un sujet, dans ce qu'il dit, donc une interpellation, en sujet, vous êtes obligé de faire une théorie du sujet. Bon. Ensuite, si vous niez le sujet, comme le fait par exemple Althusser, qui disait, le sujet au fond c'est les robots, même quand ils pensent qu'ils sont libres, c'est la société qui les idéologies d'État, qui les normatise, qui les formatise, pardon, pour voilà, en fait, plus on a l'impression qu'on est libre, et plus on est complètement conditionné, plus on est en réalité des robots. Mais c'est pas vrai. Bien sûr, c'est vrai en partie jusqu'à un certain point. Le point où il y a la révolte, le point, etc. Bon. Donc en fait, je dirais qu'il y a un sens de l'assujettissement qui est d'être assujetti en sujétion aux règles de la parole, les règles sans lesquelles la parole prend un sens différent ou n'a pas de sens, etc. Hein, bon, en fait, la construction de tout l'appareil symbolique, justement, qui fait que nous savons paraboliser. D'ailleurs, on utilise le mot symbolique également dans un sens tout à fait mauvais. Enfin, bon, bref. Je veux dire, en général, la notion de symbolique ne correspond pas à ce qui peut se travailler en théorie de la parole. Bon. Donc après, il y a le cours du dire, il y a le discours, etc. Bon, après, il y a les théories du discours, les théories de la conversation, théories, etc. Bon. Mais, si vous voulez, le cœur, le noyau, c'est la théorie de la parole. Nous nous engageons dans des paroles. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans une parole? Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, quelque part, quelque chose où vous portez garant dans votre énonciation, c'est-à-dire le fait que vous fabriquez un énoncé pour l'autre, il y a toujours quelque chose qui est un engagement gratuit, c'est-à-dire qu'il y aura jamais un absolu de ce que... C'est pour ça que c'est pas de la communication, parce que vous savez jamais si l'autre ment pas, dans quel sens il le dit, pourquoi, à quel moment, etc. Tout ça, c'est chargé, mais ça produit du sujet, ce qu'on appelle les effets de sujet, ça produit un sujet. Bon. Ce sujet est, je dirais, doublement assujetti, et c'est assujetti de façon paradoxale. Il est assujetti à la contrainte des règles de la parole, et il est assujetti à la liberté de parler ou de ne pas parler. C'est-à-dire d'être un auteur à qui on s'adresse, un locuteur qui peut répondre ou pas, qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut, etc., etc. Oui, voilà. Donc, à ce moment-là, vous commencez à rencontrer un des phénomènes les plus centraux, les plus radicaux de la parole humaine, n'est-ce pas? Celle à partir de laquelle on devrait interpréter le langage et pas l'inverse, n'est-ce pas? C'est comment est-ce qu'on en est arrivé à nous engager en tant qu'individus dans une règle commune, on va dire. Voilà. Reconnue comme telle et extérieure à chaque individu, mais reconnue parce qu'elle est exprimée à travers justement comment dire, elle est exprimée dans un registre qui est le registre de l'organisation des signifiants. Voilà.
c'est-à-dire des supports de signification, qui sont organisés, par exemple les phonèmes, les 21, 22, je ne sais plus combien de phonèmes en français, etc. Avec, par exemple, on sait très bien qu'il y a des sons qui n'existent pas en français, et par conséquent, vous ne les entendez plus, à un moment donné. Bon, de même, un anglais n'entend pas certains sons français, et c'est pour ça qu'il ne peut pas les prononcer. Il y a des diphtongues qui sont imprononçables par les japonais. Et inversement, il y a probablement des sons que nous ne reconnaissons pas. Et alors après, effectivement, l'oreille se module, et l'oreille interne se module, les cellules fonctionnent différemment, et le cerveau s'adapte également. Bon, mais ça, c'est un petit détail, si vous voulez. Parce que tout ça, c'est l'obéissance aux règles. Mais la caractéristique, justement, de la parole, c'est que c'est une étrange règle, puisque c'est une règle qui vous oblige à être libre de parler ou de ne pas parler. Ça vous oblige, parce que si vous n'êtes pas le véritable auteur de votre parole, il n'y a plus de parole. C'est-à-dire que l'individu n'a plus de sens. Or, comme c'est l'individu, c'est celui qui parle, c'est celui qui doit moduler sa voix, etc. Et l'individualité, évidemment, probablement, a mis du temps à se reconnaître elle-même, le pour soi, l'en soi de Hegel. C'est-à-dire la difficulté à se reconnaître soi-même comme auteur justement individuel. Mais en réalité, c'est là dès l'origine. Parce que dès l'origine, vous avez l'idée qu'il faut inventer ensemble quelque chose. C'est ça la métaphore. La première métaphore, c'est ça. C'est il faut inventer ensemble quelque chose. Et c'est là où on rejoint, si vous voulez, une théorie de l'origine du langage, mais surtout de l'origine de la parole, comme étant quelque chose qui relève d'une nécessité absolue, celle de fabriquer un grand groupe à partir du petit groupe. Le petit groupe est une solidarité naturelle, spontanée, vous n'avez pas besoin de parler. Le moyen groupe aussi, composition par exemple une centaine d'individus chez les chimpanzés, pas besoin de parler, mais ils avaient une politique du chimpanzé, comme le disait le primatologue Franz de Waal. Mais au-delà de ça, il faut que nous tombions dans la situation où nous sommes obligés de parler. C'est-à-dire obligés de quoi faire? Obligés de produire une métaphore. Laquelle? Quelle est la métaphore qui compte? Qu'est-ce qui vaut, au fond, à toute époque, on pourrait dire, mais essentiellement au début, du point de vue de l'expérience de pensée, qu'est-ce qui vaut, si vous voulez, pour la nécessité absolue de rentrer dans la parole, de se mettre à parler, pour une espèce de babouin, ou de singe plutôt plus proche d'ailleurs, probablement déjà debout, hein, qui est debout depuis peut-être 2 millions d'années, 3 4 millions d'années peut-être même plus, puisque Lucie c'est 6 ou 7 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces millions d'années où on est déjà debout, mais où visiblement il n'y a pas de parole? Pourquoi visiblement il n'y a pas de parole? Qu'est-ce qu'on en sait, vous me direz? Eh ben, c'est un système non pas de preuve, mais c'est un système d'élaboration d'une plausibilité, si vous voulez, à contrario. Voilà, par exemple, pendant 1 ou 2 millions d'années où Homo sapiens est tout à fait comparable à nous, anatomiquement parlant, on ne le reconnaîtrait pas dans la rue, eh bien, il n'y a pas de progrès du tout, aucun progrès, aucune perfectibilité dans la taille grossière des silex, dans les foyers minimalistes, etc., qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à ce que il y a déjà effectivement éventuellement du feu, mais enfin bon, c'est extrêmement sommaire finalement. Et bien sûr, il y a la question du feu, qui est voilà, le fameux feu originaire. Mais enfin, comment effectivement le conserver, c'est déjà ça. Mais si vous voulez, bon, ce qu'on s'entend, c'est que l'archéologie ne commence réellement à parler, je dirais, d'une perfectibilité, comme le dirait Rousseau, celui qui avait inventé le mot, de l'humain, qu'à partir en gros de moins 60 000 ans. Voilà. Donc on a une espèce de fulgurance, on a un débordement, un mouvement extrêmement rapide dans tous les domaines de la culture pratique, de la culture qui va rester après archéologiquement, je dirais traçable, si vous voulez. Donc on a l'organisation d'un système de physique de vie, c'est-à-dire avec des bâtiments, avec une organisation du foyer. On a des changements de support pour le taillage. On a commencé à avoir des instruments dans les os, etc. On a visiblement une différenciation des instruments qui commence. On a des sépultures, etc. C'est-à-dire, tout ce qui va avec la preuve de la culture, c'est extrêmement proche finalement dans le temps. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas évolutionnaire. Bon, la culture humaine n'est pas évolutionnaire, c'est un passage brusque et récent. Et il y a toutes les raisons de penser qu'en fait ça va avec les effets de la parole. Alors pourquoi? Eh bien moi, mon hypothèse,
je l'ai vu nulle part jusqu'ici, mais j'en parle, voilà. Désolé, hein, des fois on est obligé de parler pour soi. Peut-être d'ailleurs que c'est faux, peut-être qu'il y a d'autres gens qui y ont pensé, mais moi j'ai peut-être pas fait l'effort suffisant, mais vous savez, il y a tellement de choses, bon. Je pense personnellement que la parole, nous sommes tombés dedans à cause de la guerre, à cause d'un état de guerre permanent et chronique devenu plus spécifique de l'espèce humaine que des autres espèces de primates. Donc une pression terrible pour faire des groupes plus efficaces dans la guerre, pas seulement dans la chasse, dans la guerre. Et d'ailleurs à partir de la pénurie dans la chasse, la pénurie dans l'accès à l'eau, etc. Donc le passage à la guerre, et le passage à la guerre systématique, qui existe déjà chez les chimpanzés, la guerre existe déjà chez les chimpanzés, mais de façon beaucoup plus sporadique, beaucoup plus rare, beaucoup plus lente, etc. Mais bon, un phénomène de guerre, donc, chronique, si vous voulez, chronicisation de la guerre chez l'espèce humaine, ou chez l'espèce humaine, Homo sapiens. Et puis là, quelque chose qui permet, d'une certaine façon, probablement par donc des séries de motions, en quelque sorte, émotionnelles collectives, de produire le grand groupe à partir du petit. Et comment vous produisez le grand groupe à partir du petit, alors que l'évolution elle-même ne vous a pas permis, comme ça c'est le cas chez les babouins, où l'évolution a permis effectivement de constituer des systèmes à multiples castes, des systèmes de castes, à multiples harems, etc. Enfin bon, des hiérarchies très compliquées, également chez les macaques, etc. Enfin, chez d'autres primates, il y a des évolutions, si vous voulez, dans les spécialisations. Chez l'humain, non, probablement non. On était toujours à des relativement petits groupes, des groupes qui se séparaient facilement, des groupes dont le territoire ne pouvait pas être vraiment défendu, etc. Donc, je pense qu'il y a la question, si vous voulez, même à l'intérieur même d'une espèce d'affinité parentale, vous voyez, une affinité dans les échanges matrimoniaux, si on veut, puisque vous savez que déjà, par exemple, chez les chimpanzés, ce sont les jeunes femelles qui s'en vont, qui changent de groupe, l'exogamie est assurée comme ça. Et encore, il s'agit déjà d'une exogamie à partir d'un groupe relativement vaste. Bon, moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, l'humain arrivant, le primate debout, etc., avec déjà un cerveau assez gros, etc., et déjà très compétent dans un tas de domaines, je veux dire des domaines neurologiques, des domaines, etc., où il y a une intelligence effectivement du chasseur qui est probablement très très développée. Eh bien là se pose et aussi une intelligence probablement justement communicationnelle. Je ne nie pas ça. Je ne nie pas ça, et au contraire, je pense qu'il y a déjà probablement effectivement des capacités phonologiques qui sont très fortes, très importantes, capacité de modulation de la voix, utilisation de la voix probablement dans des circonstances où la voix est importante pour arriver à se reconnaître alors qu'on ne voit pas sous le couvert végétal, ou au contraire avec des très grandes herbes où il faut non seulement être debout, mais même ça suffit pas. Donc on conserve certaines choses qui deviennent peut-être d'avant. On parle même de singe d'eau, le singe qui se serait baladé dans les rivières au milieu de la forêt tropicale, d'où notre capacité de nous engraisser, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des autres mammifères, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent être avancées, si vous voulez, sur la préparation du primate. Mais le problème, en tout cas, c'est qu'il y a 1 million d'années pendant lequel le primate est identique à lui-même et à nous, et il ne produit pas de culture. Voilà. Donc il faut un moment de déclenchement. Ce moment de déclenchement, c'est les conditions de félicité qui sont probablement réservées à certaines aires écologiques particulières, celles où justement il y a peut-être une concurrence épouvantable, celles où donc tous les humains se ramassent dans le même endroit, et il y a une lutte pour la vie épouvantable. Et dans cette lutte pour la vie, l'élément collectif, c'est non pas l'élément individuel, mais l'élément collectif devient absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans la variante darwinienne, c'est-à-dire un groupe qui sécrète, par exemple, des qualités d'altruisme, ou un groupe qui sécrète, j'entends génétiquement, des qualités d'héroïsme, etc., de sacrifice personnel, choses qui existent chez les animaux, je dirais bien avant nous, mais qui ont pu être évidemment perfectionnées. Mais il faut pas que cela. Il faut des capacités d'en passer à des coordinations collectives extrêmement sophistiquées. Alors les primates le font déjà, ils se coordonnent pour la chasse, il y en a un qui prend telle partie, par exemple pour manger des colobes rouges qu'ils aiment bien, c'est-à-dire des singes, les chimpanzés sont capables d'avoir des stratégies dans lesquelles ils mettent les petits et les femelles à certains endroits pour piéger, pour obliger l'autre à se diriger vers un endroit, enfin un peu comme on chasse le sanglier en le dirigeant. Bon, les chimpanzés sont déjà capables de le faire, sans parole. Donc il faut quelque chose qui aille au-delà de ça. Donc il faut comprendre qu'en réalité, il faut constituer, à un moment donné, les conditions émotives de la solidarité du grand groupe, c'est-à-dire agir comme un seul homme. Mais pas seulement à 100 ou 50 individus, mais à 200, 300, 500, 1000. C'est-à-dire être capable d'être plus gros
que le groupe des voisins, mais pas seulement plus gros, mais plus solidaire, c'est-à-dire capable de faire fonctionner la solidarité qui existe déjà au niveau du petit et moyen groupe, au niveau du sommet. Par conséquent, il faut faire ce qu'on appelle, moi, je ne peux pas appeler ça autrement, un premier acte de parole, qui est un acte de comparaison, qui est un acte de métaphore. Il faut qu'il y ait dans l'esprit, à ce moment-là, du primate qui nous précède, une comparaison entre le petit groupe et le grand groupe, en attribuant au grand groupe des qualités de déclenchement émotif et d'implication individuelle qui existent déjà dans le petit groupe. Voilà. Cette comparaison est d'abord une comparaison en soi, elle n'est pas pour soi, elle est en soi au sens où elle n'est pas établie comme un acte de comparaison. Il n'y a pas de réflexivité. Il y a simplement une intention collective de produire cet effet collectif. C'est probablement grâce au chant des oiseaux, parce qu'on entend, c'est probablement grâce à des formes de symbiose avec les autres animaux, c'est probablement grâce, en imitant par exemple les animaux qui ont des rituels pour se mettre ensemble, c'est probablement déjà dans une comparaison intuitive, mais qui avec les autres animaux, mais qui dit comparaison avec les autres animaux, dit aussi comparaison entre soi, etc. Donc on a une sorte d'élaboration, si vous voulez, de première forme, métaphoriques, qui ne sont pas des formes qui sont soutenues spécialement par la vocalisation, il n'y a pas de spécialisation, mais qui sont soutenues par un ensemble de comportements, ces comportements collectifs, et fondamentalement collectif, c'est-à-dire que chaque individu a le même comportement que les autres au même moment, hein. Donc une sorte de discipline, si vous voulez. Cette discipline, qui est la discipline qu'on retrouve finalement dans le langage. Par exemple, moi, je suis en train de parler français, je suis obligé d'obéir à la loi du français, je ne peux pas faire du dadaïsme poussé au point où je fais tout éclater, je peux essayer de faire éclater, mais à ce moment-là, ça sera en référence à un langage non éclaté. Oui, donc je suis obligé d'avoir un texte dans lequel le français soit bien, etc. Bon, bref, les artistes connaissent bien ça. Donc on est obéissant à quelque chose. Il y a une règle à laquelle il faut obéir, et cette règle concerne absolument tout le monde. Tout le monde qui ouvre la bouche doit parler à peu près la même chose, donner du même sens aux phonèmes, donner du même sens aux articulations, avec certains degrés de liberté. Sinon, il y a même pas de folie. Il n'y a pas il y a pas de communication possible. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait un apprentissage collectif de la même règle. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dans cette condition particulière, dans cette situation particulière, le problème, c'est qu'il faut une adhésion. Parce que très rapidement, quand vous voulez être, mettons, être à 1000 ensemble dans la même action, vous pouvez tout de suite vous barrer tous, une fois que vous êtes complètement chauffé à blanc, suce à l'ennemi, ok. Mais s'il se passe 3 jours entre le rite de danse collective et l'attaque, déjà, il y en aura certains qui voudront pas y aller. Donc il faut les réchauffer. Il faut faire du réchauffé, parce que si vous réchauffez pas, si vous trouverez, à moins d'attaquer tout de suite, hein, vous hurlez comme ça. D'ailleurs, c'est ce que font souvent les gens, encore dans des situations vous voyez, où la guerre, ne serait-ce que quand vous avez le magnifique exemple à côté d'Alésia, où on voit comment justement les gens se chauffent, les gens interpellent les dieux d'ailleurs de l'ennemi aussi, enfin, etc., pour pouvoir justement se mettre dans des conditions, en quelque sorte, vous voyez, où le rite permet le passage à l'action immédiate, dans les conditions optimales. Mais le problème, c'est que bien souvent le rite que vous allez répéter, bien sûr, vous allez répéter une fois par an dans tel endroit, etc. Mais ce rite, il y a un entre-deux. Qu'est-ce que vous faites entre les moments du rite ? La solidarité disparaît. Et c'est là que l'ennemi va vous attaquer, évidemment. Donc il faut arriver à pousser par cette nécessité extérieure à fabriquer, si vous voulez, de la permanence, à fabriquer quelque chose qui dure. Alors, vous pouvez passer du rite au site, parce que le site permet la permanence. Stonehenge, c'est éternel, même maintenant, je veux dire, bon. Et ça évoque des fantômes, mais ça a évoqué des fantômes, à mon avis, tout de suite, parce que dès que vous sortez de Stonehenge, vous avez fait votre rite de bagarre, vous êtes allé à l'assaut, il y a plein de morts et tout. Après, vous revenez, vous êtes triste, il y en a qui sont morts, etc. Puis les générations passent, et puis c'est bourré de fantômes. Donc le problème, si vous voulez, du site, du rite, tous ensemble vivants, mais c'est éphémère. Le problème du site, c'est que vous êtes tous ensemble sur plusieurs générations pendant très longtemps, etc. Mais c'est côté fantôme. Donc c'est l'Élysée, c'est les fantômes. Donc comment est-ce que vous pouvez essayer, si vous voulez, de combler les deux problèmes, c'est-à-dire le problème de l'éphéméride, du côté éphémère du rite, et le problème où la drogue, vous prenez du lierre, vous bouffez du lierre, ou des psilocybes, etc. Puis vous êtes surchauffé, vous voyez, des tas de machins. Là, vous êtes dans une espèce de truc commun, communautaire, qui existe encore aujourd'hui. Les sectes qui prennent de l'ayahuasca, etc., à mon avis, refont les mêmes expériences. Il n'y a même pas besoin de prendre de la drogue, on peut très bien faire monter une foule, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Comme l'avait marqué Tard et d'autres, je veux dire, les spécialistes de la foule, le bon, etc., une fois que la foule s'est dissociée, il n'y a plus de foule, c'est fini. Or, le problème, c'est que justement, une armée, ça peut pas être une foule.
Vous voyez, une armée doit être constamment exercitus. Hein, c'est ce que disent bien les Romains, constamment en exercice. Les Romains sont les seuls à avoir, contre les Gaulois ou d'autres, à avoir compris qu'une armée, c'est pas le fait qu'elle ait des armes, c'est le fait qu'elle s'exerce en permanence. C'est ça qui fait l'armée, c'est l'exercitus, le fait de s'exercer en permanence. Vous voyez, et même par rapport aux Grecs qui réunissaient la phalange une fois qu'il y avait des circonstances, qui pouvaient s'entraîner bien sûr, mais il n'y avait pas cette espèce de côté absolument permanent, systématique, vous voyez, et constamment perfectible, vous voyez, qui était tout de même l'art, on pourrait dire, romain. Bon, à partir du moment où vous comprenez ça plus ou moins, parce que vous parlez pas encore, c'est pas tout ça, c'est que je jacte beaucoup pour dire des choses qui au départ ne s'expriment pas de toute façon, mais vous êtes déjà, en tout cas, dans le processus objectif, je dirais, de la métaphore, et ensuite, vous allez nécessairement passer au processus réflexif de la métaphore, qui va vous être permis par le déboîtement, justement, des différents moyens de la métaphore. Premier moyen, c'est le rythme, c'est tous ensemble, etc., éphémère. Deuxième moyen, c'est pérenne, mais s'il y a que des fantômes, comment vous... Et alors, le fait de vous dire, mais tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à passer de l'un à l'autre, vous savez, c'est comme Groucho Marx, oui, et vous finissez par faire dire à l'autre ce que vous pouvez pas dire, mais bon, en fait, vous commencez, en quelque sorte, à avoir une réflexivité de la métaphore sur elle-même, à partir du moment où, d'une certaine façon, la métaphore rencontre des difficultés, et rencontre des difficultés opposées. Donc, comme vous avez un croisement qui se fait entre côté éphémère, et puis côté pérenne mais non vivant, pérenne, non vivant, éphémère, vivant, oui, c'est déjà une espèce de comparaison interne à la question du grand groupe. Voyez, et à ce moment-là, évidemment, du même coup, vous évoluez aussi vers la façon dont les individus peuvent se recharger, en quelque sorte. Vous savez, comme on fait aujourd'hui, on va dans une église, vous savez sentir l'énergie, etc. Bon, ouais, ou autre chose. Donc, si vous voulez, les individus récupèrent la sacralité. Ils le portent en eux. Alors, on peut spécialiser ça sur des chamans. Pourquoi on spécialise ça sur des chamans? Parce qu'on a plus confiance en eux, parce qu'ils ont plus de talent, etc. Donc, vous introduisez très très vite la différence individuelle. Même si, encore une fois, la différence individuelle n'est pas précisée d'une façon, conceptuelle. Vous n'allez pas dire l'individu. Mais néanmoins, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quelque chose peut être partagé par tout le monde, d'autres choses pas. Ou d'autres choses ne peuvent être partagées par tout le monde qu'à travers certains individus qui sont des catalyseurs pour d'autres. Donc ça, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a des différences. Et à partir du moment où il y a des différences, soit que les gens sont pas d'accord, par exemple les femmes sont pas d'accord avec tel rituel qui emmène à la guerre, mais qui vont entraîner des difficultés pour elles en tant que mère, etc. Ou la grande-mère que vous sculptez dans une Vénus de je ne sais pas quoi, mais qui est finalement incompatible avec les grossesses individuelles des petits groupes. Donc vous avez nécessairement, et des différences qui apparaissent à partir du moment où vous avez la nécessité que chaque individu rentre dans une règle pour tous. Donc vous voyez bien tout de suite, immédiatement, que vous avez des contradictions. Ces contradictions, on va, au bout d'un moment donné, probablement aboutir, et même assez rapidement, si vous voulez, au côté crucial de cet aspect-là. Le côté crucial, c'est que c'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Le paradoxe ultime, si vous voulez, l'expression ultime, le raffinage ultime de cette réalité que vous rencontrez dès que vous commencez à parler, c'est que chaque individu, quand il parle, est obligé d'être libre. Ou il est libre de s'obliger, mais il est obligé d'être libre. Parce que s'il n'est pas libre, d'une certaine façon, il ne peut pas s'engager dans la parole. Il ne peut pas engager quelque chose de lui dans la parole. Et à partir de ce moment-là, vous avez que des robots. C'est pour ça que d'une certaine façon, une société oscille toujours entre deux polarités, à l'intérieur d'elle-même et d'un moment à l'autre de cette société, entre un pôle si vous voulez, d'obéissance totale où tout le monde fait comme des robots, et puis la résistance à ça qui s'initie sur, je dirais, vous voyez, cette destruction de la liberté même par l'obéissance, vous voyez, qui fait que, mais non. Alors, ça se fait à l'intérieur de l'obéissance, je sais pas, la poésie va utiliser, mais là encore, dans certaines règles. Parce qu'au bout d'un moment donné, la différence entre la poésie et la folie va apparaître. Dans certains cas, vous allez avoir des mots valises qui signifient, vous voyez bien que c'est un délire. Dans l'autre cas, vous voyez que c'est un jeu avec la langue qui est basé sur une certaine reconnaissance de la langue. Avec des distorsions, vous voyez, mais c'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez que les formes de questions essentielles, je dirais, au langage, en sont apparues en psychiatrie, en traitant les fous, en traitant les divergents, les déments, tout ce que vous voulez, et puis évidemment à travers la poésie, à travers l'art, etc. Autrement dit, vous avez des polarités différentes dans lesquelles s'exprime la même chose. Qu'est-ce qui s'exprime? C'est la difficulté même
voyez, de la réalisation du projet de la parole. Parce que le projet de la parole, c'est bien un projet, c'est bien se mettre ensemble pour faire un grand truc, un idéal, un grand machin. Et la réalité, c'est que plus vous le faites, et moins vous y arrivez. Et puis plus vous le faites, et plus vous êtes paradoxal. Parce que plus vous réalisez ensemble un objectif, moins vous êtes libre, et moins vous êtes libre, moins vous avez des raisons, d'une certaine façon, de participer. Vous voyez, vous êtes juste un robot, hein. En tant que robot, vous vous en foutez au fond du truc. Donc, c'est paradoxal. Et le problème, si vous voulez, moi que je voulais dégager peut-être depuis le début donc de cette intervention, c'était que fondamentalement, le langage humain introduit dans une espèce vivante le paradoxe, c'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement inconfortable. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort des animaux. Les animaux sont tout le temps dans l'effort pour survivre, pour faire survivre dans la guerre, la bagarre. Bon, il y a des choses très difficiles, mais il y a quelque chose qui n'existe pas. Il existe individuellement, certes, ça existe. Vous avez des animaux fous, bien sûr, souvent d'ailleurs par rapport aux humains, parce que c'est les humains qui leur ont communiqué la folie. Mais même quand ils sont fous d'eux-mêmes, d'une certaine façon, il n'y a pas ce phénomène, si vous voulez, ambiant d'une folie collective, c'est-à-dire une folie qui serait due au mécanisme même, vous voyez, du système de communication. Le mécanisme même du système de communication humain est centré sur le paradoxe. Il est centré par le paradoxe. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez expliquer comment, si vous voulez, à mesure que s'affaiblit l'énergie primordiale, qui est l'énergie probablement de la guerre extérieure, c'est-à-dire que vous avez une nécessité extérieure de se mettre ensemble et de fabriquer les plus grands groupes, et donc d'opérationnaliser la métaphore. Cette énergie-là peut même disparaître ou se ralentir au moment quand vous avez des sociétés qui grandissent, qui grossissent, qui deviennent homogènes et qui finalement finissent par garantir la paix pour des siècles, si c'est pas pour des millénaires. À ce moment-là, c'est vrai que la figure de l'étranger, la figure de la menace devient un peu abstraite, elle est extérieure. Tout le monde parle à peu près la même langue dans l'endroit que vous connaissez, etc. Millions de Chinois, millions d'Égyptiens, etc. Bon. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est remplacé par une autre énergie, progressivement, ou en alternance, ou en communication. L'énergie. C'est pour ça que finalement, la question fondamentale, si vous voulez, de l'origine du langage, c'est la question de l'énergétique. L'énergie, quand je parle d'énergie, c'est pas de l'énergie irrationnelle, c'est de l'énergie réelle. C'est-à-dire que l'énergie réelle, c'est quoi? Bon, c'est la mobilisation. Vous savez cette fameuse phrase, on ne se sert que 10% du cerveau. C'est complètement con. Ça n'a jamais été aussi con. Faut surtout pas reprendre ce genre de stéréotype imbécile. Moi, je pense qu'au contraire, le cerveau humain a été, mobilisé à 300% par le paradoxe. C'est-à-dire par un inconfort radical intériorisé à partir du sujet lui-même, et notamment à partir de l'enfant qui subit de plein fouet la nécessité d'apprendre le langage. Et ça, c'est un truc, si vous voulez, qui est absolument fondamental à l'humain. L'humain est effectivement comme un animal fou. Nous sommes fous. Nous sommes fondamentalement fous. Après, on arrive mais fondamentalement, nous sommes dans cette situation où nous n'arrivons pas à conclure, si vous voulez, un projet, quoi que ce soit. Oui, nous n'arrivons pas à le conclure. Pourquoi? Parce que il va se retourner en son contraire. Il se retourne dans son contraire. Au moment où vous avez gagné, en fait, vous avez perdu. Au moment où vous avez perdu, peut-être vous avez gagné. Au moment où vous réalisez quelque chose, vous apercevez que c'est pas ça. Ça n'est pas ça, c'est autre chose que, finalement qu'on voulait. Au moment où vous avez réussi à être tous cet ensemble, vous apercevez qu'en fait, il y a la moitié des gens qui sont pas d'accord. Au moment, parce qu'ils le découvrent a posteriori, ils se découvrent eux-mêmes comme sujet dans leur opposition à quelque chose qui leur est imposé à tous, alors que tout le monde l'a voulu, etc. Et autrement dit, vous avez 1000 formes du paradoxe, mais le paradoxe est central. Alors si justement, je terminerai là-dessus, parce que si vous voulez, c'est pas la peine non plus, après on peut discuter dans le détail, mais moi ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est que si les gens, si on ne réalise pas que toute l'énergétique humaine, qui va aussi bien dans le bon sens, parfois dans des bons sens locaux, momentanés, certes, mais enfin bon, avec des progrès techniques, des progrès machin, etc. L'inventivité absolument incroyable, la recherche de chacun pour se placer, puis pour s'isoler, puis pour se mettre avec d'autres, puis ça, l'espèce comme ça de côté brownien, en quelque sorte, exagérément brownien de l'espèce humaine. Déjà chez les singes, c'est pas de la tarte, parce qu'ils se racontent plein d'histoires à la société. C'est une espèce de mini-monde. D'ailleurs, on pourrait dire que ça préface, si vous voulez, cette espèce de désordre brownien du système humain. Mais l'humain est caractérisé par cette inquiétude fondamentale. L'humain n'est pas un animal qui est. Il y a pas de, il y en a certains, moi-même, qui fait on fait des siestes très longues, mais il est possible que pendant la sieste, nous ayons des rêves, etc., etc. C'est-à-dire que le rêve aussi, qui existe chez les animaux, bien sûr, le rêve a pour protection de protéger le sommeil, bien entendu, mais
en même temps, si vous voulez, les rêves humains sont aussi des rêves inventifs, des rêves destructifs, des rêves prospectifs, des rêves projectifs, des rêves tout ce que vous voyez, et qui évidemment sont constamment travaillés par le mot. Le rêve est travaillé par le mot, pourquoi? Parce que justement, nous sommes des animaux parlants, et que quand nous parlons, nous nous heurtons à un moment donné à un autre paradoxe qui est inclus dans le phénomène de la parole. Et la formule, si vous voulez, peut-être la plus synthétique qu'on pourrait avoir à propos de ce paradoxe central de la parole, c'est plus je suis libre, plus je suis contraint. Parce que plus je suis libre et plus je suis d'une certaine façon justement une espèce de figure de d'autonomie dans la parole, et plus d'une certaine façon je suis obligé de rentrer d'une certaine façon dans la loi, parce que sinon ma liberté équivaut à une solitude totale. Cette solitude totale, c'est une folie. Oui, je sors du troupeau et je me détruis. Et donc, si vous voulez, et en même temps, si je suis dans le troupeau, je me détruis aussi. Et donc, ce paradoxe-là est un paradoxe central à la parole. Alors, encore une fois, il faut bien l'analyser parce que il existe évidemment sur le plan mathématique. On sait très bien qu'aujourd'hui, au cœur de la mathématique, vous avez un paradoxe. Ce paradoxe fait que la logique mathématique ne peut pas se fonder elle-même. Nous le savons, en gros, maintenant, scientifiquement et mathématiquement démontré par Gödel depuis à peu près plus d'un siècle maintenant. Et naturellement, nous essayons d'y échapper par tous les moyens. Le thème de Gödel, qui a rencontré l'énorme colère de certains positivistes américains à l'encontre notamment des intellectuels français, qui tout de même acceptaient un petit peu le paradoxe à travers la pratique de la psychanalyse et la pratique du surréalisme. Vous voyez, je veux dire que nous rencontrons la façon dont les Américains se sont opposés à l'intellectualité française, qui avait mis le doigt même sur une question importante. C'est significatif plus globalement des réactions de la culture en général à elle-même. C'est-à-dire que dès que la culture s'engage sur la voie, je dirais, de sentir et de vivre ce paradoxe, et plus nous approchons d'un point extrêmement souffrant, et hop, nous essayons d'aller plus loin possible, de nous en éloigner le plus loin possible. Le problème, c'est que plus loin nous serons du paradoxe, et plus rapidement nous y tomberons. Plus loin, par exemple, nous essayons de trouver des solutions je dirais robotisante, on va dire, technicisantes à la condition humaine, et plus nous allons nous trouver dans une situation où nous perdons nous-mêmes, hein, comme dirait Jésus, à un moment donné, je me prends pas pour Jésus, plutôt pour D'Artagnan, nous allons nous trouver dans une situation où finalement ça sera l'inverse. C'est-à-dire que nous serons complètement robotisés nous-mêmes, et donc nous perdons tout rapport de signification avec la technique elle-même. Donc si vous voulez, pourquoi, vous comprenez bien pourquoi je dis que l'origine du langage a un rapport direct et fondamental avec les problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Voilà. Si nous voulons, il me semble, traiter plus finement, plus doucement, plus adéquatement, avec peut-être moins de douleur, parce que de toute façon nous allons rencontrer le paradoxe, bien entendu, et nous n'allons pas pouvoir l'éliminer. Et si nous voulons rester humains, c'est-à-dire parce que nous pouvons nous robotiser au point que, plus sous la peau, etc., qu'un jour nous serons plus des humains. Nous communiquerons, mais là, aussi bien que ce soit la machine, alors directement. Vous voyez. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, d'où après toutes les questions de fonctionnement du symbolique et la question, par exemple, de la psychanalyse, du rapport au père, du père en tant que, elle nous permet de sortir d'un imaginaire justement de la totalité dans laquelle nous serions enfermés. Vous voyez, avec le rapport au monde actuel, qui est un rapport dans lequel justement cette figure de la totalité réémerge d'une façon extrêmement aussi douloureuse finalement. Et donc c'est directement au cœur la question de l'origine du langage. L'origine du langage, je dirais, historique, proto-historique, préhistorique, l'origine du langage en nous-mêmes, l'origine du langage, voyez, en tant qu'acte de parole. Je finirai simplement sur ce par quoi j'ai un peu commencé. Finalement, le titre est mauvais, c'est pas l'origine du langage. C'est l'origine de l'acte de parole, qui est beaucoup plus important et qui détermine les formes de langage humain. Merci.